des emails est-elle importante? Alors, l'email ou le courrier électronique, c'est une méthode de communication qui s'appuie sur des appareils électroniques pour transmettre le message sur le réseau informatique. Donc, ce thème fait appel à la fois au système de transmission et aussi aux messages envoyés et reçus. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, vous allez vous rendre compte que chaque jour, vous utilisez des emails. Et selon une étude de Microsoft, 333 milliards d'emails sont envoyés chaque jour par des entreprises à leurs clients ou aux fournisseurs, entre des collègues ou entre des collègues et leurs managers. Et plusieurs raisons expliquent la prépondérance des emails par rapport aux autres méthodes de communication. Par contre, cette façon d'utiliser, cette façon de faire nous expose à des cybercriminels qui utilisent des formes diverses d'attaques pour voler nos informations précieuses. Donc, selon le FBI, par exemple, 94% des attaques commencent par un email malveillant. Donc, la cybersécurité, par exemple, a coûté 4 milliards de dollars en 2020 et la compromission des emails professionnels cause le plus grand dégât. Donc, vous verrez aussi que le facteur humain est un maillon faible de la chaîne de sécurité dans l'entreprise. Donc, selon IBM, par exemple, plus de 90% des incidents de sécurité sont dus à une erreur humaine. Et plus grave encore, près de la moitié des entreprises ne se sentent pas correctement protégées contre des menaces qui proviennent de l'ignorance, de la naïveté ou même de la malice de certains employés. Tout ceci a des impacts. Donc, quels sont donc les impacts sur l'entreprise? Les menaces qui visent les emails sont devenues de plus en plus sophistiquées et les conséquences d'une attaque réussie peuvent être très graves. Nous avons, par exemple, des dommages financiers. Vous savez, l'entreprise peut être confrontée à un temps d'arrêt d'activité, à une perte de la propriété intellectuelle, ça veut dire qu'on peut perdre des données importantes de l'entreprise, à la perte des clients ou même à une demande de rançon lorsque on est victime d'un ransomware. Nous avons aussi des pénalités réglementaires. Donc, l'entreprise peut encourir des pénalités très élevées en cas de non-conformité aux lois de protection, par exemple, du consommateur. Donc, nous avons aussi la perte ou bien la dégradation de sa réputation. Donc, lorsque nous avons des incidents de sécurité et qu'on a perdu certaines données ou bien que nos données ont été exposées, effectivement, ceci peut entraîner une dégradation de notre réputation. Voilà, et aussi entraîner des conséquences juridiques. Donc, l'entreprise peut faire face à des poursuites par des clients qui leur reprochent de ne pas assurer leur sécurité. Et ce risque est très concret. Donc, 84% d'entreprises affirment être prêtes à attaquer en justice leurs fournisseurs de sécurité. Alors, nous allons maintenant voir comment est-ce que ces cybercriminels nous menacent. Donc, les types de menaces que les cybercriminels utilisent pour attaquer notre infrastructure ou notre email. Aujourd'hui, la cybersécurité n'est plus un sujet de second plan. Les entreprises font face à de nouvelles menaces de plus en plus sophistiquées et omniprésentes. Donc, elles posent un risque à la sécurité et chaque niveau hiérarchique de l'entreprise est impacté. Donc, généralement, les menaces visant les emails appartiennent à des types que nous allons voir.
Par exemple, le phishing ou l'hameçonnage ou la pêche, puisque l'hameçonnage fait référence à la pêche. Donc, cette pratique consiste à se faire passer pour une personne ou une entreprise de confiance pour amener les victimes à divulguer des informations précieuses et telles que des identifiants de connexion ou d'autres types de données sensibles. Donc, la plupart du temps, donc, les hackers ont recours à des liens menant à des sites frauduleux ou à des pièces jointes contenant des logiciels malveillants. Donc, d'après une étude de IBM, vous allez voir que le phishing a coûté 4 milliards 900 millions de dollars aux entreprises en 2021. Et c'est une cybermenace qui est très préférée des hackers. Comment les cybercriminels font du phishing? Nous allons voir quelques techniques ou méthodes qu'ils utilisent. Donc, pour tromper les solutions de sécurité, par exemple, ils utilisent des techniques d'évitement, telles que l'usurpation des emails, l'obfuscation des URL, la manipulation, par exemple, d'images qui consiste à modifier, par exemple, la signature des logos ou des images de marque pour contourner les filtres de messagerie. L'obfuscation des URL, par exemple, c'est que le hacker empêche le filtre de détecter. Le hacker empêche les filtres de détecter les menaces en camouflant leurs liens. Par l'ajout des redirections, des raccourcis, en intégrant dans des QR codes, par exemple, et des pièces jointes, ou encore en introduisant des URL légitimes. Donc, pour des emails, ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent un nom d'affichage ou bien un nom de domaine. Donc, ils font du typo, ils vous envoient ils masquent ou bien ils envoient un lien de un domaine sur lequel ils ont manipulé ou bien qu'ils ont modifié, mais tout vous amène à croire que l'email est légitime. Et puis, du coup, ils vont vous amener à cliquer sur des liens dont vous n'aurez pas... Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie, une minute, un petit léger problème technique.
Allô, tout le monde, vous m'écoutez? Allô? Oui, nous sommes là, Polex. Désolé, j'ai eu un petit souci technique. Tout est revenu dans l'ordre, j'espère. Vous voyez mon écran? Allô? Oui, Paulette, c'est bon, on voit ton écran, tu peux continuer. D'accord, je peux continuer avec un autre type de phishing, qui est le spread phishing, ce qu'on appelle encore le business email compromise. Donc ici, le phishing prend la forme d'un email malveillant dont l'auteur prétend être quelqu'un qui n'est pas, afin de vous pousser à effectuer des actions bien précises. Généralement, cela a de nature financière. Bien souvent, le hacker se fait passer pour une connaissance de la victime. Il peut être un collègue, un supérieur ou même un client ou un fournisseur. Donc, d'après IBM, toujours selon une étude IBM, le business compromise a coûté 4 milliards 89 millions de dollars aux entreprises en 2021. Nous allons voir quelques techniques qu'ils utilisent dans ce sens-là. Donc, pour tromper leurs victimes, les hackers utilisent des moyens comme le sentiment d'urgence. En fait, ils vous font croire que voilà, le lien qu'ils vous ont envoyé, c'est urgent, on a besoin rapidement que vous remplissiez une information afin que telle ou telle situation soit débloquée pour votre intérêt. Donc, c'est ça le sentiment d'urgence. Le prétexting. Ici, le hacker envoie des questions ou email amicaux pour vous endormir et vous mettre en confiance afin de créer un faux sentiment de sécurité. Et dans ce cas, pour vous lui faites confiance et qu'il vous soutient des informations. On a aussi l'usurpation d'adresse email. Ici, le nom affiché d'un supérieur ou d'un collègue ou d'un fournisseur ou d'une connaissance, le hacker gagne immédiatement la confiance de la victime pour le pousser à agir. Nous avons aussi des signatures d'appareils mobiles. Le hacker ajoute une signature de type envoyé depuis mon smartphone pour faire oublier l'apparence suspecte. Nous voyons ça très souvent aujourd'hui avec les fraudes des opérateurs mobiles, donc Orange Money, MTN Money, où quelqu'un peut vous envoyer un message en vous disant, voilà, j'ai fait une erreur de vous envoyer de l'argent, vous pouvez me retourner cet argent-là. C'est un peu ces types de techniques-là qu'ils utilisent. Nous allons voir un autre type. Ici, nous avons le logiciel malveillant ou encore le ransomware qui est conçu pour infecter les systèmes informatiques et dérober des informations. Donc, il existe plusieurs types de malware dont les plus courants sont le ransomware, le spyware, les chevaux de Troie, le keylogger ou encore les adware. Les malwares sont souvent remis lors des campagnes de phishing, lorsque un compte est compromis, lors de l'exploitation des vulnérabilités des serveurs ou encore lors des attaques de force brute contre le remove desktop. Donc, les attaques de ransomware sont les plus coûteuses. Donc, par exemple, en 2021, elles ont coûté plus de 30 milliards de dollars de dommages dans le monde. Et nous allons voir quelques techniques que ces cybercriminels utilisent. Donc, nous avons des malwares métaformes qui sont des malwares qui réécrivent leur code.
à chaque infection. Donc, les antivirus n'ont ainsi presque aucune chance de les repérer et de les mettre en quarantaine pour les éliminer. Nous avons aussi des obfuscations de code qui sont des techniques destinées à rendre plus difficile la détection de code par des filtres de messagerie. Nous avons des malwares conscients de leur environnement. Ce sont des malwares qui entrent en domaine lors de leur analyse dans une machine virtuelle ou dans un sandbox et ne s'évacuent que lorsqu'ils atteignent leur environnement cible. Nous avons aussi des malwares polyformes qui sont des malwares qui font évoluer leur code d'une victime à l'autre pour ne pas être détectés. Nous avons aussi la technique de génération de bruit qui ajoute de code ou un texte sans signification dans un fichier ou les macros pour modifier l'empreinte d'une menace connue. Et ces derniers types de menaces, nous allons voir le dernier type de menace et qui n'est pas du moindre, qui est l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité se produit lorsque le cybercriminel prétend être une personne ou une entreprise de confiance. Voilà. L'usurpation d'identité est souvent la première étape d'une cyberattaque de plus grande ampleur. Comme une attaque de l'intercepteur, de ce qu'on appelle le man-in-the-middle attack, ou une attaque de ransomware menée à plus grande échelle contre le réseau informatique. Donc, c'est généralement par là que tout commence. Et nous allons voir quelques techniques que les cybercriminels utilisent. Nous avons l'usurpation d'adresse email. L'usurpation d'adresse email, nous avons l'usurpation de sites web, l'usurpation de l'identité de l'appelant, l'usurpation du DNS, nous avons l'usurpation d'adresse IP ou bien l'usurpation de texto. Alors, pour décrire un peu ce que à quoi chacun renvoie, pour décrire ce que renvoie chacune de ces menaces, nous voyons que sur l'adresse email, par exemple, cela survient lorsque le cybercriminel utilise une fausse adresse email. Et ça, nous l'avons vu tout à l'heure quand nous avons parlé du phishing. Donc, il utilise une fausse adresse email pour vous faire croire que la personne qui vous envoie le mail, c'est une personne que vous connaissez bien. Et puis, il vous amène à prendre des actions que vous n'aurez pas faites si vous saviez que c'était une menace. Donc, l'usurpation du site web se produit lorsqu'un faux site web qui semble authentique, un site web falsifié, par exemple, identique à l'original, le logo, la marque, les couleurs, tout ça semble pareil. Et puis, il l'utilise pour accomplir son attaque. Nous avons, comme on l'a dit, l'usurpation de l'identité de l'appelant. Donc, l'identité de l'appelant est tactiquement courante, qui utilise le numéro de téléphone semblant parvenir de l'indicatif de notre pays, par exemple. Nous le savons et nous l'avons certainement vécu, chacun de nous. Des individus nous appellent et puis nous font croire qu'ils sont telle ou telle autre personne et ils vous demandent de faire telle chose. Ça, c'est à ça que renvoie l'usurpation de l'identité de l'appelant. Pour l'email, pour l'adresse IP, par exemple, permet de dissimuler l'identité de l'emplacement véritable de l'ordinateur ou de l'appareil mobile utilisé par le cybercriminel. Donc, ces menaces peuvent usurper l'adresse IP d'un réseau qui utilise l'authentification par adresse email afin d'avoir facilement accès.
Donc, pour le texto, le message texte utilise le numéro de téléphone frauduleux pour envoyer des textos malveillants. Donc, le cybercriminel se cache derrière ce numéro de téléphone-là, le nom de l'expéditeur ou les deux. Donc, ce type d'usurpation repose sur deux recherches avancées qui permettent d'identifier les types de messages texte auxquels le destinataire est susceptible de répondre. Donc, il existe toutefois, malgré toutes ces menaces-là, des pratiques recommandées pour réduire les risques. Et nous allons voir quelques bonnes pratiques. Donc, en réponse effectivement à l'évolution rapide de ce paysage de menaces sur la messagerie, les entreprises ont établi des meilleures pratiques de sécurité pour prendre en charge la communication et offrir la protection. Donc, nous allons voir quelques exemples de bonnes pratiques. Ici, par exemple, il est important de sensibiliser les utilisateurs. Donc, il faut éduquer les collaborateurs en leur proposant des formations régulières pour réduire au maximum le risque d'erreur humaine, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'homme reste le maillon faible de la chaîne de protection en matière de cybersécurité. Donc, il faut s'assurer que les collaborateurs sont bien éduqués et qu'ils comprennent l'importance de la sécurité et de la messagerie. Donc, pour cela, il faut investir dans la sensibilisation des utilisateurs afin que ces derniers puissent apprendre à reconnaître les signes d'une attaque, par exemple, de phishing ou d'autres types d'attaques malveillantes. Donc, il y a aussi des recommandations, par exemple, effectuer des mises à niveau vers des solutions de sécurité de messagerie offrant une protection plus avancée, implémenter, par exemple, l'authentification multifacteur pour éviter la compromission des comptes. Et pour cela, il faut demander aux utilisateurs de produire plusieurs façons de se connecter. Donc, il faut passer aussi en revue les protections contre les attaques par compromission des emails professionnels via des méthodes telles que l'usurpation d'identité ou l'empreinte d'identité. Donc, déplacer les processus et les transactions à haut risque vers des systèmes d'authentification plus accrus. Nous pouvons vous aider à renforcer la sécurité de votre informatique en général et de vos emails en particulier. Alors, nous allons voir comment SC Digital peut vous aider à mieux vous protéger contre toutes les menaces dont on a vu précédemment. Alors, SC Digital offre des services d'audit et de conseil. Ici, nous vous proposons effectivement des audits qui vont permettre de vérifier de vérifier la posture de sécurité de votre organisation. On entend, c'est quoi la posture de sécurité? En fait, la posture de sécurité prend en compte la visibilité sur l'état de sécurité des actifs logiciels et matériels, des réseaux et des services de votre système d'information. Donc, ça nous permet de faire cet audit-là et de faire des recommandations sur comment est-ce que vous pouvez améliorer votre posture de sécurité. Nous offrons aussi des formations et des ateliers. Par exemple, vous avez vu qu'il est important de sensibiliser les utilisateurs. Donc, ça fait partie c'est l'une de notre mission à SC Digital de former vos utilisateurs, de les sensibiliser à la cybersécurité. Ça, nous pouvons vous aider à le faire. Et aussi, nous offrons des formations sur la cybersécurité et certaines formations sont certifiantes. Par exemple, des formations des formations certifiantes comme TIA, comme le CISSP et plusieurs autres formations sur la cybersécurité.
Donc, nous accompagnons aussi les entreprises sur le choix et la mise en place des solutions de sécurité. Donc, sur tous les aspects de la sécurité, nous avons les moyens de vous apporter un accompagnement à 360 degrés. Donc, voilà, brosser la sensibilisation sur la sécurisation de l'email de vos entreprises. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Allô? Fabrice? Oui, allô, Paulus. D'accord. Merci pour cette présentation. Avant-nous des questions, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et les poser ou sinon les mettre sur le chat et Paulus se fera un plaisir de vous répondre. Allô, Oui, allô? j'ai levé la main. Et Brima Makadju de l'énergie du Mali. Est-il possible d'avoir la présentation? Fabrice? Oui, bien sûr que vous aurez la vidéo dès qu'elle sera disponible sur notre page YouTube. On vous l'enverra dans votre boîte mail. D'accord. Nous Merci. avons, je vous en prie. Nous avons M. Togbe qui a levé la main. Vous pouvez poser votre question, M. Togbe. Merci, madame. Nous remercions, nous félicitons le présentateur pour sa brillante présentation. Et nous voulons savoir les formations telles que listées et qui sont disponibles avec le ST digital. Est-ce qu'on peut avoir une idée du temps imparti pour ça et aussi les coûts de ces formations, ou est-ce que tout ça est disponible sur votre plateforme, et histoire de parcourir, avoir une idée sur les coûts de ces formations, les horaires, et voilà. Merci. Fabrice? Bien sûr, monsieur Togbe, nous vous enverrons notre adresse mail. Je vais le mettre sur le chat. Vous pouvez nous contacter sur info@st.digital pour avoir plus d'informations sur nos formations. Je dirais déjà que dans les mois de juin, juillet, août, nous avons un bootcamp qui est lancé. Je vais aussi mettre le lien de notre page événement pour que vous regardiez toutes les formations qui ont été programmées. Parfait. Merci beaucoup.
C'est bon? Je crois qu'on a encore une main levée. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Ok, c'est bon, vous Allô, me suivez? bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir. Oui, je voulais savoir, est-ce que lorsqu'on souscrit, par exemple, à un abonnement 365 et que Office 365 et que on a un antivirus qui nous protège contre les différentes attaques, que ce soit sur le côté logiciel, que ce soit sur le navigateur, est-ce que ça permet de prémunir contre les différentes attaques qu'on a citées? Est-ce que ça permet de protéger à 100% en fait? Je ne sais pas si ma OK. question s'est compris. D'accord, je peux vous donner une approche. Voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, Microsoft, dans son catalogue ou bien son plan de service, offre dans certains cas, effectivement, une solution de sécurité inclue. Voilà. Sauf que, comme vous le savez, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc, il est souvent conseillé, et c'est ce que nous avons proposé là tout à l'heure, voilà que si vous avez des préoccupations, que vous nous contactiez et que nous ayons une séance de travail pour voir, pour évaluer ce que j'ai appelé tout à l'heure votre posture de sécurité, afin de vous dire précisément, bon, voici l'état actuel, et puis peut-être qu'il est bon d'aller à ce niveau dans un futur peut-être très proche ou alors dans un futur un peu plus lointain. Donc, ça nous permet de vous amener l'assistance qu'il faut pour déterminer c'est quoi la problématique, c'est quoi les approches de solution. Donc, voilà ce que je peux vous suggérer. Donc, pour véritablement vous répondre, il va falloir qu'on voit c'est quoi la version de votre licence actuelle, c'est quoi votre infrastructure et tout ça. Donc, là, sur le champ, je ne peux pas vous donner la solution, quoi. Voilà. Donc, nous pouvons en discuter plus tard, si vous le voulez bien. Bon, je passe sur un cas simple. Disons que j'ai Office 365 standard hein, dans mon organisation et j'utilise Norton avec le plugin de sécurité pour la navigation sur Internet. D'après vous, maintenant, est-ce que ces éléments qui a été mis en place, ça réduit le risque où il faut encore forcément mettre en place d'autres procédures pour pouvoir minimiser les risques de phishing et autres? Ma réponse est la même, puisque vous avez déjà en place des solutions et qui sont effectivement des bonnes solutions, Norton, Office 365, tout ça, c'est des éditeurs crédibles. Voilà. Mais maintenant, je dis, OK, s'il faut, je ne peux pas vous dire c'est bien à 100%, c'est bien à 90%. Je ne pourrais pas le faire, par exemple, si je ne fais pas, par exemple, un petit test de vulnérabilité pour voir. Oui, un peu. Je dis, il est toujours difficile de donner le remède sans avoir diagnostiqué. Donc, pour le moment, par rapport à ce que vous dites, il est clair que c'est naturel de dire vous avez une infrastructure
sécurisé. Bon, maintenant, à quel niveau? Je ne peux pas vous le dire. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'un utilisateur qui achète une licence Office 365 avec un antivirus et consort doit forcément faire un audit pour lui faire savoir que l'acte qu'il a posé est bien ou pas? En fait, c'est comme si Office vend les licences et ensuite, derrière, il y a notre gros business où il faut toujours qu'on ait quelqu'un qui vient pour faire l'audit. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Très bien, Alex. Et je vais même vous dire, Microsoft lui-même fait des audits sur ses propres infrastructures. Microsoft a une solution qu'on appelle les CSAT, qui est un outil d'analyse de vulnérabilité que Microsoft lui-même utilise pour faire ce travail-là. Donc, je vous dis tout simplement qu'il n'y a pas de... Dans la sécurité, il n'y a pas de science exacte. Il faut à chaque fois tester pour valider ou pour améliorer. Alors, ça dépend maintenant de la taille de l'entreprise. Peut-être que vous êtes une TPE, peut-être que vous êtes une PME, juste un petit bureau et tout. Voilà, c'est en analysant votre risque, vous pouvez vous dire, voilà, le coût, par exemple, de mettre en place une solution peut-être un peu plus sophistiquée est plus important que le coût est plus important que l'impact. Vous voyez un peu ce qu'on appelle, vous faites le cost and benefit analysis. Vous voyez, est-ce que ce que je vais dépenser pour protéger, est-ce qu'il a plus de valeur que le montant à dépenser? Donc, je dis, selon le niveau de votre entreprise, selon ce que vous avez à protéger, vous pouvez décider, voilà, on vérifie quelle est ma posture de sécurité, donc quel est mon niveau de protection, et puis on voit si c'est bon, l'outil vous dira c'est bon, si c'est pas bon, il vous dira, voilà, peut-être qu'il faut améliorer un peu. Et je vais même vous dire, il y a des solutions qui complètent effectivement les solutions de messagerie Microsoft, y compris avec des briques de sécurité qu'ils ont déjà. Vous voyez un peu? D'accord, ça marche. Nous avons Madame Ella qui a la main levée. Nous allons laisser la parole à Madame Ella pour poser sa question. Merci. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais revenir un peu sur le MFA. Juste savoir s'il y a une manière spécifique d'implémenter le MFA ou bien c'est juste ce que Microsoft propose pour sécuriser les mots de passe, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame Ella. Vous faites bien de nous signaler un exemple de MFA que vous avez déjà avec Microsoft et qui est effectivement ce MFA dont nous parlons, parce que c'est une solution qui est multi-éditeur. Ça veut dire Microsoft le fait et d'autres le font aussi. Donc, si vous l'avez déjà avec Microsoft, c'est bien le MFA. D'accord, merci beaucoup. Mais si je veux, par exemple, ne pas utiliser pour Microsoft, y a-t-il d'autres que je peux utiliser ou bien il y a une autre manière d'implémenter un autre MFA, s'il vous plaît? Oui. Alors, comme je l'ai dit à Alex tout à l'heure, des solutions sont complémentaires, surtout en matière de sécurité. Donc, vous entendrez souvent parler de la sécurité en couche ou bien la défense en profondeur. Ça veut dire qu'on met des briques de sécurité de différents éditeurs ensemble pour
construire une maille un peu plus solide. Donc, il est possible effectivement d'avoir cette solution-là chez un autre éditeur. Mais comme je l'ai dit à Alex aussi, avant toute chose, ici, je ne vais pas vous donner des solutions. Il est impossible que je vous dise ici que telle chose marche ou telle chose ne marche pas. Par contre, ce que je vous recommande, c'est OK. Après ici, on peut avoir une séance de travail qui nous permet de vous écouter, de comprendre votre environnement, d'analyser votre existant pour maintenant savoir est-ce que ce niveau-là, ça peut aller ou est-ce qu'il faut aller un peu plus, est-ce qu'il faut évoluer, par exemple. Toujours est-il qu'on ne va pas atteindre la perfection. En termes de sécurité, ce n'est pas possible. Sauf qu'il faut mettre des outils qu'il faut au moment où il faut, après avoir évalué. Donc, il faut toujours évaluer. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai juste une deuxième question. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une petite doléance. Comme on est dans l'aspect sécurité, j'aimerais juste que vous puissiez prévoir aussi par la suite une séance d'information sur comment les hackers arrivent à s'introduire, à utiliser notre Wi-Fi. Je sais que ce n'est pas vraiment lié au mail et tout, mais il serait bien de savoir comment ils arrivent à attaquer notre Wi-Fi. Parce que jusque-là, on change les mots de passe, on les rend plus forts et tout, mais ils arrivent toujours à s'introduire et ça ralentit notre connexion par moment. Donc, il serait bien de prévoir aussi par la suite quelque chose pour nous informer sur comment ils font et comment empêcher tout ça. Merci beaucoup. D'accord, c'est bien noté, Madame Ella. Et je vous suggère aussi d'avoir effectivement une séance ensemble en attendant d'avoir le webinaire sur les attaques par Wi-Fi, de pouvoir mieux comprendre les challenges que vous pouvez avoir et de vous donner quelques conseils. C'est toujours bien comme ça. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Nous avons une question de Monsieur Aurélien sur le chat. Quelle est votre préférence entre du on-prem ou on-prem et du online? Aurélien, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, Aurélien, comme je l'ai dit à Madame Ella, ici, il n'est pas question de vous dire que telle solution est la meilleure et telle autre n'est pas bonne. Que ce soit on-prem ou online, il faut savoir c'est quoi votre besoin et quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et par rapport à cela, il faut effectivement aligner la solution à ce besoin de business-là. Donc, il n'est pas évident que je vous dise que voilà, la solution on-prem, c'est la meilleure parce qu'elle est peut-être à côté de vous, que la solution cloud, elle est dans un cloud, je ne sais pas moi, chez ST Digital. Non, je ne vous dirai pas ça. Par contre, comme je le dis depuis le début, si vous avez des préoccupations, il est intéressant que nous ayons une conversation. Et là, ça nous permet effectivement de pouvoir mieux comprendre votre environnement et de vous suggérer ce qui serait plus approprié. J'espère que Olivier n'est pas dessus. Non, je crois que c'est bon pour lui. Avons-nous d'autres questions?
Il n'y a plus de questions sur le chat, ni de main levée. Alors, nous allons clôturer cette session. Ah, on va prendre une dernière question avant de clôturer. Monsieur Christian, vous pouvez poser votre question. Voilà, Christian Nolazé. J'ai une question. Elle est de nature légèrement différente, mais on souhaite protéger notre organisation contre les messages haineux. On peut avoir des gens qui sont extérieurs à notre organisation et qui nous envoient régulièrement des messages haineux et qui sont diffusés à travers la compagnie. Comment peut-on faire et tout pour modérer les messages qui rentrent dans notre organisation? Peut-être on peut avoir quelques mots-clés haineux, je ne sais pas moi, tribalisme, insulte contre les tribus ou ce genre de choses-là. C'est-à-dire on aimerait avoir une liste de mots-clés haineux qu'on peut modérer et que ça puisse arriver chez un modérateur interne qui peut lire l'email et pouvoir dire si c'est un message bon ou pas. Techniquement, comment on peut le faire? Je pensais peut-être qu'avec un peu d'intelligence artificielle, c'est possible. Bon, j'en sais pas plus. J'aimerais avoir une réponse à cette préoccupation. Bonsoir, Monsieur Nolazé. Oui, bonsoir. D'accord. Alors, Monsieur Nolazé, je pense que vous évoquez là un cas vraiment atypique parce que, voilà, nous avons parlé des spams, donc des messages que les gens nous envoient et qui sont des messages involontaires. Voilà. Donc, ce que je vous suggère, voilà, Joël, est-ce que Joël, tu veux intervenir? Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir, Paulette. Bonsoir, Christian. Je voulais juste apporter une contribution parce que ça, c'est effectivement une problématique de filtrage au-delà de la gestion des courriers indésirables, de l'anti-hameçonnage. En fait, dans un environnement, par exemple, de M365, il y a des produits comme Microsoft Defender qui permettent à travers son unité Threat Intelligence, donc l'intelligence artificielle, d'avoir un certain nombre de mots-clés qu'on peut exclure ou qu'on peut bloquer. Exclure, c'est-à-dire en delivery. Donc, dans les stratégies qu'on appelle EOP, Exchange Online Protection, on peut le faire. Ça, c'est pour la partie technique. Maintenant, de dire qu'il y a quelqu'un qui regarde les mails et dise non, c'est pour ça plutôt, je verrais ça plutôt, Christian, vers la partie Threat Intelligence que sur la partie regarder ce qui se passe. J'imagine que vous recevez dans votre organisation des milliers de messages par jour. Il y a déjà la partie anti-hameçonnage et filtrage de contenu qui est traité, mais on peut aussi bloquer avec des nouveaux mots-clés à travers le Defender Threat Intelligence. Par contre, il y a un autre aspect aussi qu'on peut regarder, c'est que si vous avez constaté qu'il y a une adresse, soit une adresse mail, soit une adresse IP qui envoie un certain nombre de messages qui sont contraires à l'éthique, haineux pour ne pas les citer, on peut les sortir de la liste des expéditeurs fiables. Donc, on peut ajouter dans un domaine, notamment dans M365, une liste qu'on appelle expéditeur fiable où cela y passe et tout le reste est bloqué. Voilà. Donc, c'est quelques astuces technologiques comme ça. Après, et bien évidemment, sur la partie éthique, conformité et gouvernance, il faut prendre un certain nombre de décisions pour pouvoir bloquer ou limiter cet aspect des choses. C'est ce que je voulais apporter comme contribution pour l'ex à Christian. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup également pour la réponse. Je voulais rajouter qu'on a des sous-traitants qui n'ont pas de domaine, mais qui vont utiliser des adresses Yahoo, des adresses Gmail.
Et les gens qui envoient des messages haineux ont également des adresses email et des adresses email Yahoo et Gmail. Quand on regarde dans les en-têtes des messages pour savoir qui a envoyé le message, on retombe toujours sur peut-être le Google en Irlande ou à Mountain View en Californie. Parfois, c'est Yahoo dans le Nebraska, mais on n'a pas les adresses IP de ces senders au Cameroun et qui peuvent peut-être aller dans un cybercafé ou utiliser un VPN. Mais c'est une question qui est complexe et tout. Je pense peut-être que je vous enverrai un email dans une conversation séparée pour discuter de ce sujet qui est important pour notre organisation. Il n'y a pas de souci, Christian. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci, Paulès, pour cette présentation. Merci, Monsieur Joël Lépée, notre directeur commercial et marketing, pour son apport. Comme je l'ai dit plus tôt, la présentation, le replay de ce webinaire vous sera envoyé dès que ce sera disponible sur notre page YouTube. J'ai mis sur le chat le lien de notre précédent webinaire. Vous pouvez déjà aller sur la page pour regarder et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les liens de tous nos webinaires et nous revenir sur info@st.digital. Je l'ai mis sur le chat pour toutes vos questions ou informations. Je tiens aussi à rappeler que nous organisons dans les mois de juin, juillet, août, des formations sur la cybersécurité et autres. J'ai mis le lien de notre page événements. Vous trouverez toutes les formations qui ont été programmées et les informations sur ces formations. Merci encore une fois à tous. Je vous souhaite un bon week-end et on se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau thème et un nouveau webinaire. Merci. Merci tout le monde.